C'est le moment idéal de mettre un pouce vers le haut ou des étoiles ou quelque chose comme ça, de vous abonner aussi, comme ça vous n'allez pas oublier, parce que si vous oubliez, vous allez vous en vouloir, et l'estime de soi c'est important par les temps qui courent. Dans cet épisode, on retrouve Xavier d'un côté et Benoît de l'autre, qui ont suivi une certaine actualité technologique, n'est-ce pas messieurs ? C'est ainsi qu'il est question, entre autres, de la sonde Parker, du rachat de Scroll par Twitter, d'une bisbrouille entre Facebook et Signal, de tourisme spatial, d'éclairage pour Twitchers et autres YouTubers, de chasse aux moustiques aussi, et d'une application Arduino proche de la Terre, j'ai envie de dire. N'hésitez pas donc à réagir, à partager et à commenter cet épisode. On vous souhaite évidemment une très très bonne écoute. J'espère que tout va bien chez vous. Comment allez-vous, messieurs ? Benoît d'abord avec son casque très ORTF. Pour ceux qui ont l'image, ils se rendent ici. Les collègues me disent qu'on dirait un nounours sur la tête, tellement il est soyeux, agréable. Et, tu vois, il est super confortable ce casque. Ouais, ça faisait un moment que je l'avais plus ressorti et j'aurais dû le sortir au début du confinement. Voilà. Mais il est hyper confortable, ce truc, c'est d'un confort. C'est quoi la marque ? C'est un truc chinois ou c'est un AKG. Non, c'est un AKG, c'est un 601 ou un truc comme ça, je retiens pas les numéros. Okay. C'est toujours intéressant à savoir. C'est vrai qu'il a la forme typique des AKG avec oui, et puis tu as le petit machin ici au-dessus, pour ceux qui ont l'image, qui soutient le casque. Désolé pour ce petit échange. On a l'impression qu'on serait des filles, on nous dirait oh là là, ils sont coquettes, machin, etc. Pas de sexisme, pas de ça avec nous, je vous en prie. Soyons clairs. On remercie ceux qui nous ont laissé des commentaires, quelques-uns en tout cas d'entre eux, à savoir, alors là c'est de nouveau un pseudo à couper au couteau, Skawak 68, voilà, qui en plus nous a laissé un petit peu débattre. Vous savez que quand vous surfez sur notre site avec Brave, vous pouvez nous donner des bahts. Ce sont des petits tokens d'attention. C'est quelques centimes, hein, soyons très clair, mais c'est toujours bienvenu. À votre bon cœur, j'ai envie de dire, et merci donc à Shawak 68. On va l'appeler également... Batman, c'est plus facile. Oui, c'est peut-être plus simple en fait. Eric Rousselet, qui est pas très branché CES, il avait une remarque pertinente, je pense, sur le CES dans notre précédent épisode. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça se passe sur YouTube dans les commentaires. On remercie également Albert Pipers ou Pipers, Arlok Saga et Léon Tonton, qui nous a laissé un commentaire via Apple Podcast France, et même gratifié de 5 étoiles. C'est très gentil de sa part, merci beaucoup. Ce qui n'est pas évident pour l'instant, parce que Apple Podcast, pour l'instant, est un petit peu à la ramasse, il faut bien le dire. Depuis qu'ils ont changé un petit peu tous les principes et qu'ils veulent introduire la notion de podcast payant, voilà, ils sont bien pris, ils ont été un petit peu vite en besogne, et nous, on est un petit peu perdus dans tout ça. Donc voilà, soyez patients et essayez de faire fonctionner ce bousin correctement, s'il vous plaît, messieurs de chez Apple. Voilà, qui est dit. Je pense qu'après 3 minutes de début, on peut déjà imaginer honnêtement passer, si vous le voulez bien, à la première lettre de notre abécédaire. La lettre A comme Arduino, et c'est Benoît qui s'y colle pour parler de Edge Control, un microcontrôleur, je vais y arriver, pour l'agriculteur. Et ça, c'est quand même pas n'importe quoi. Et non, c'est une chouette idée, hein. Donc c'est un microcontrôleur, donc une petite carte spécialisée qu'on va pouvoir mettre, et l'idée c'est de faire, d'où le nom Edge, de l'installer à la périphérie du réseau. Donc c'est la carte qui va faire l'acquisition et qui va faire le contrôle des différentes machines, par exemple les pompes pour gérer les intrants, tu vois, les insecticides, les pesticides ou les engrais. Et le concept est, je trouve, assez malin. Parce qu'en fait, c'est un microcontrôleur Cortex M4F, donc c'est une chose qu'on trouve assez fréquemment sur ce genre de petites cartes. C'est capable du coup de faire tourner TensorFlow. Faut avoir formé le modèle, entraîner le modèle hors de la carte, mais on peut faire tourner un modèle d'intelligence artificielle ou un soft classique écrit en Arduino. Donc là, c'est assez banal, mais ils l'ont vraiment pensé pour l'usage un petit peu industriel et surtout l'usage de l'agriculture, parce que les différentes connectiques sont d'une part prévues pour être alimentées avec un panneau solaire. Le panneau solaire n'est pas sur le microcontrôleur, tu le mets à côté, mais c'est raisonnable parce que si tu le mets dans un champ, tu vas le mettre loin et du coup quelque part il est autonome.
Tu vas également avoir la connectique spécialement adaptée pour prendre le type de capteur qu'on va utiliser en agriculture. Et comme je le disais tout à l'heure, en sortie, la possibilité de contrôler les vannes et donc de pouvoir contrôler des intrants, différentes fournitures d'aliments, etc. pour les animaux. Et puis la carte est évidemment complètement connectée, donc elle a le Bluetooth en standard, et puis on peut rajouter la 3G, pas la 4G bizarrement, c'est pas encore la 5G non plus d'ailleurs, ou alors du Wi-Fi ou des réseaux spécialisés pour l'IoT avec LoRa ou Sigfox. Donc ce sont des réseaux qu'on connaît quand on est dans ce genre de milieu. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était il y a un an et demi, Arduino a annoncé comme ça, tiens, on est sur le marché de l'éducation, on est connu sur le marché de l'éducation, mais on veut s'ouvrir au monde professionnel, et je pense que c'est la première carte qu'ils font vraiment dédiée pour un segment de marché spécifique comme ça. Et je trouve que c'est assez malin, parce qu'en fait, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre, pourquoi l'agriculture ? Et puis en fait, en réfléchissant, j'ai cette impression, je peux me tromper, mais j'ai cette impression que les agriculteurs sont des gens qui aiment bien faire par eux-mêmes. Quand il y a un problème sur le tracteur, on le répare par soi-même. Et traditionnellement, ils fabriquaient un certain nombre d'outils par eux-mêmes. Et en même temps, on voit que les fermes s'équipent de plus en plus de technologies. Donc, quelque part, leur donner des outils pour relativement facilement pouvoir faire leurs propres outils technologiques, moi, je trouve que l'idée, elle est... Alors, il faudra voir si ça va se vendre, mais je trouve que l'idée, elle est bonne. C'est vrai ce que tu dis, l'aspect autodidacte, entre guillemets, de l'agriculteur, cette nécessité, quelque part aussi, c'est sans doute historique, hein, c'est dû à la fonction. Aujourd'hui, maintenant, je sais qu'il existe des formations, par exemple, de mécanique agricole, pour apprendre à réparer ces outils qui sont devenus très complexes par la suite. J'imagine que demain, on pourrait avoir des cours d'informatique ou de l'électronique agricole. Pourquoi pas, finalement. Ah oui. Ça pourrait avoir du sens. Hein. Ouais. Et l'intérêt, évidemment, de la solution Arduino, c'est la facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont leur logiciel de développement qui est quand même assez accessible. Ils ont maintenant un cloud qui est là aussi spécialement conçu pour contrôler de l'IoT, et donc récolter les données des capteurs, injecter des instructions sur ce genre de device à distance, de nouveau avec une interface et une mise en œuvre qui est, on va dire, assez simple. Ils ont aussi offert sur l'Europe un réseau 3G, c'est peut-être pour ça que leur carte ne fait que la 3G. Ils ont offert un réseau data 3G à bas débit. Donc l'idée, c'est, j'ai pas besoin d'une carte pour être connecté en permanence, mais je veux de temps en temps faire un burst de données pour, par exemple, à la fin de la journée, remonter l'état des capteurs, etc. Voilà, ça permet de faire ça. Donc je pense je serais vraiment curieux de voir si ça va marcher, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer sur ce type de produit. Et alors, j'avais eu cette vague idée que j'ai pas réalisée, mais il y a 1 an et demi, je m'étais dit, tiens, dans un contexte de jardin, comme ça, je mettrais bien une carte avec... Et puis en fait, très vite, c'est un peu galère, parce que tu te dis, ok, je vais me retrouver avec quelque chose qui va être assez encombrant, ou alors je vais devoir faire un PCB spécialisé. Bon, c'est un peu galère. Et là, quelque part, en proposant la flexibilité, tu vas pouvoir faire toi-même, mais avec un enrobage qui te le rend plus accessible, je pense que c'est pas bête. Passer la parole à Xavier dans un instant, mais ça me fait penser quand même furieusement au genre de choses qu'on fait en travail de fin d'études. Dans certains cas, moi j'ai connu quelqu'un à la fin de mes études qui avait fait son projet, c'était une serre, pas connectée parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, hein. Je suis désolé, je suis un peu vieux, mais c'était une serre autogérée avec un ZX80 à l'époque. Je me rappelle encore qu'il avait programmé ça, et donc ça gérait le taux d'humidité, ça gérait donc du coup les arrosages, les ouvertures des vents pour aérer cette serre, etc. Et c'était intelligent. On était au milieu des années 80, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et ça, ce genre de choses-là, moi je le verrais bien au projet de fin d'études, très honnêtement. Ce côté, cette domotique agricole entre guillemets. Voilà. Xavier.
Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, la gestion d'une serre, c'est l'origine de ma société en fait et du premier produit de domotique complet qu'on avait développé. C'est mon associé et ami qui avait développé un système pour automatiser une serre et voilà, il m'avait montré ça et moi, avec mes compétences en informatique, je lui ai dit, mais écoute, il y a moyen de faire une interface un peu plus sexy et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à un produit final et on a simplifié pour maintenant se concentrer sur la gestion du chauffage, mais voilà. Oui, j'imagine que ça a évolué depuis le basic du Sinclair, parce que ce pauvre ordinateur faisait quand même du go-to-one à peu près 1 milliard de fois par jour, donc c'était les débuts, c'était aussi une expérience étudiante en même temps, hein, donc voilà. Et donc, alors on a parlé du LoRa et du Sigfox, et il y a un autre protocole qui est le NB-IoT qui est assez réputé aussi maintenant parce qu'en fait il utilise le réseau GSM existant et donc ça c'est des protocoles qui est en train de se répandre pour tout ce qui est metering, donc la mesure vraiment et sur ce sont des technologies qui ont besoin d'un bas débit effectivement avec très peu de communication finalement par appareil et qui se repose sur un réseau existant, donc il y a un potentiel. Ok, belle trouvaille. Merci Benoît, merci Xavier. On passe à la suite. Biotech, B comme biotech. Alors là, c'est encore autre chose. Xavier avait pris la parole et on va lui les rendre d'ailleurs, parce que c'est ton sujet. Oxitec s'attaque aux moustiques. On va voir comment. C'est vrai qu'on est tous un petit peu embêtés par ces petites bêtes. Hein. Ça va être l'heure bientôt de se réveiller. Hein. Les petites bêtes, les petits moustiques, elles vont bientôt se réveiller et venir nous embêter. Attends, parce que non. Alors, soit je me suis trompé dans la conduite, soit... mais donc Oxitec ici on reste dans la biotech effectivement. Ouais. Ah non pardon, j'ai rien dit. Oui, je parle de moustiques. On est bon. Je parle de moustiques. C'est marqué en dessous en plus. Non, je confonds. J'avais d'autres news, mais voilà. Je confonds. On est bien sur Oxitec avec les moustiques. S'il fallait la préparer, je savais que cet épisode 304, il fallait le préparer à un moment donné, mais. Donc voilà, je te cède la parole à volonté. Mais après la répétition, ça sera bien. Hein. Non, mais je t'ai entendu parler de vaccin et je me suis dit non, mais c'est pas le sujet. Non, je parlais pas de vaccin, je parlais des piqûres, mais pas de vaccin. Mais vas-y. Ok, mais donc Oxitec, c'est une start-up qui est bien dans la biotech et qui est britannique, qui est née en 2002 et elle vient de déployer des moustiques génétiquement modifiés aux USA pour lutter, alors assez bizarrement, ils déploient des moustiques pour lutter contre le nombre de moustiques en Floride. Alors le but c'est de limiter la transmission des maladies, ça c'est un des objectifs comme la fièvre jaune, le dengue, le virus Zika, et ils ont déployé des milliers d'œufs la semaine dernière lors d'un test qui a été approuvé par l'Agence de l'environnement et du département de l'agriculture en Floride. Le but était de trouver une solution écologique et efficace pour conserver la biodiversité, mais aussi éviter les insecticides, tout en limitant l'augmentation du nombre de femelles d'une espèce bien précise qui est l'Aedes aegypti. C'est un moustique qui ne représente que 4% de la population des moustiques en Floride, mais c'est le principal responsable de la transmission des maladies. Et donc Oxitec, qui est spécialisé dans le développement d'insecticides et d'insectes en gros génétiquement modifiés, ils agissent comme des insecticides vivants et ils vont déployer des mâles qui ont un gène mortel pour réduire le nombre de femelles qui piquent les humains. Donc c'est via ce gène qui va cibler et tuer uniquement les femelles lors de la fécondation qu'ils veulent pouvoir procéder à cette limitation. La première phase du test, elle va durer 12 semaines et pendant ces 12 semaines, ils vont déployer 12 000 œufs toujours en Floride, mais à terme, ce sont 750 millions d'œufs qui vont être déployés d'ici 2022, malgré le fait que ça fait quand même débat. Il y a 230 000 personnes qui ont déjà signé une pétition contre ce qu'ils appellent ces moustiques mutants. Donc voilà, je sais pas, personnellement, j'ai pas d'avis particulier sur ceci. Moi, je pense que ça peut être un moyen efficace. C'est sûr qu'on maîtrise jamais tous les aspects. Il pourrait y avoir des effets de bord, mais voilà. Quel est votre avis ? L'avis de Benoît sur cette espèce de myxomatose du moustique.
Bah, c'est exactement ce à quoi je pensais. Ça m'inquiète toujours ce genre d'expérience parce que on n'a pas un très bon track record. Jusqu'à présent, l'humanité s'en est pas trop bien sortie quand elle essaie de jouer à ce genre de choses. Ouais. Donc moi, ça m'inquiète toujours un peu. On rappelle que la myxomatose, c'est une maladie qui a été inoculée aux lapins parce qu'il y avait trop de lapins partout, et pour que les lapins meurent, entre guillemets, on a créé un virus. Voilà. Je schématise sans doute très fort, je connais pas bien le domaine, mais voilà, c'était ça l'idée. Mais effectivement, je vous rejoins tous les deux, enfin je rejoins en tout cas Benoît, puisque Xavier n'a pas d'opinion tranchée en tout cas sur la question. C'est que j'aime pas me faire... assez le secteur. Alors j'aime pas me faire piquer par les moustiques, ça c'est un fait établi. Comme tout le monde, je pense. Il y a personne qui se dit « Ah, chouette, les moustiques sont là, piquez-moi. » Donc, ça, c'est déjà un truc, c'est important. Je suis pas très porté non plus sur les insecticides, tous ces machins-là qui font... voilà, c'est pas très bon pour l'être humain non plus. Et on essaie de chasser le moustique sans nécessairement tuer l'occupant de la maison. Mais c'est quand même un petit peu borderline. Et là, on est sur un domaine qu'on maîtrise pas, quoi. Enfin, nous, en tout cas, en tant que béotien lambda, c'est un peu particulier quand même. Si ces petites bêtes sont sur Terre, c'est qu'elles ont une raison d'y être, et c'est un petit peu dangereux de jouer avec ce genre de ficelle, à mon avis. Personnel. N'hésitez pas à commenter cette news en commentaire tout simplement, ou sur les réseaux sociaux, en partageant par exemple cet épisode avec vos amis, votre famille, etc. C'est important aussi, parce que c'est toujours important de rappeler qu'il est important d'être référencé correctement quand on fait du podcast et des vidéos sur YouTube ou sur Twitch ou ailleurs d'ailleurs. On a un truc à rajouter sur Oxitec ou pas? Non, on va pas rajouter de trucs là-dessus. On va changer complètement de sujet par contre. Alors là, pour le coup, là c'est le grand écart. On est parti du moustique, de l'agriculteur au moustique. Il y avait peut-être un peu de, tu vois, on pouvait encore, voilà, ça restait un peu la nature, tout ça. Par contre là, rien à voir. Quoique le YouTuber et le Leaguegamer, ça fait partie de la nature aussi. Et tu nous as trouvé un produit. Et pas qu'un d'ailleurs, hein, on va développer Benoît, pour s'éclairer à moindre coût, parce que finalement ça s'est bien démocratisé aussi de ce côté-là, ouais. ces outils-là. Exactement, c'est une annonce assez récente, c'est l'eSport LedKit ES45 de Godox, eSport ES45 Kit de Godox. Oui. Le nom est un peu à rallonge. Et donc, comme il l'annonce, le produit se veut un système d'éclairage. Godox est un fabricant d'éclairage photo, vidéo, qui vise spécifiquement le domaine de l'e-sport. Parce que quand on fait de l'e-sport chez soi et qu'on veut se streamer, on a besoin d'être quand même un petit peu correctement éclairé. Évidemment, vous me connaissez, je suis pas très e-sportif. Et donc, j'étais pas cœur de cible pour le produit, mais j'ai trouvé le produit extrêmement intéressant parce que on est quand même dans une période où on est souvent devant une caméra en train de parler, et donc on a besoin d'éclairage. Et je vais expliquer dans un instant les caractéristiques techniques, mais ça rend le produit, il faut pas le regarder juste comme un produit d'e-sport. Faut se dire, si je suis devant une caméra sur un bureau, c'est un produit qui peut être intéressant. Donc c'est quoi? Ce sont des panneaux à LED assez petits, assez lumineux, en fait très largement lumineux pour illuminer correctement un bureau, même avec les tout petits capteurs des caméras qu'on utilise généralement pour faire des webcams. La capacité d'ajuster la température de couleur, donc on peut le faire des températures plus chaudes ou moins chaudes en fonction de si on a un autre éclairage dans la pièce, en fonction de si on est durant la journée où la lumière va être un peu plus bleue, ou si on est en soirée. Ils annoncent quand même, attends que je te le retrouve, ils annoncent quand même 2500 lumens, donc c'est quand même largement suffisant pour ce genre de choses. Ils recommandent d'en prendre 2 pour pouvoir faire une balance d'éclairage et avoir pas un éclairage trop latéral. Et moi, le produit, je suis tombé un petit peu dessus par hasard. J'avais sur mon bureau pour les technos un vieil éclairage vidéo à fluo qui fonctionnait pas trop mal ma foi, mais qui était quand même un peu encombrant, et ça m'embêtait. Et alors, en étant tout le temps à la maison, il m'embêtait de plus en plus ce gros éclairage, et donc je me suis dit, si je mettais un petit panneau à LED. Mais les petits panneaux à LED, en fait, c'est des produits qu'on destine plutôt à la prise de vue en extérieur, et donc ça va être des produits à batterie conçus pour être montés sur une caméra. Donc tu achètes le petit panneau, puis tu te dis je peux utiliser une batterie, mais par contre les petits genre, même les moyens, c'est quand même plutôt conçu pour ça. Donc tu te retrouves à payer la batterie pour rien,
Parfois, tu dois racheter un adaptateur secteur parce qu'il n'y avait pas l'adaptateur secteur parce qu'ils se sont dit que tu allais l'utiliser autrement. Les commandes sont à l'arrière. Parce que c'est logique, si bon, t'es sur la caméra, mais c'est pas ce que tu veux. Tu dois te racheter un moyen pour le fixer sur ton bureau. Donc en final, ou alors il y avait les grands panneaux qu'on utilise pour illuminer des plateaux, mais ça c'est grand. Et puis si je voulais quelque chose de plus petit, ça me faisait pas trop le coup. Et je suis tombé sur ce produit qui est assez intéressant parce que c'est un petit plateau, mais branché sur secteur, qu'on commande avec une petite télécommande qu'on place facilement sur son bureau, à partir de laquelle on peut facilement changer la température de couleur pour se rendre avec une température un petit peu plus chaude ou un petit peu plus froide, avec lequel on peut facilement faire varier l'intensité pour être plus visible ou être moins visible. Et la petite télécommande, soit on la recharge en la plaçant à l'arrière du panneau, soit elle a un petit port USB-C sur le côté. Et donc du coup, on peut la recharger en la laissant simplement sur son bureau. Donc on voit que le produit a vraiment été pensé pour l'idée de j'éclaire un bureau. Et je vais pas être trop encombrant. C'est pas super encombrant. Ça vient avec des pieds qu'on attache sur un bureau. Donc de nouveau, on se retrouve pas avec un truc on l'attache sur le bord du bureau avec une pince là. J'ai trouvé le produit vraiment. Alors dommage qu'il le markete que pour l'e-sport. Je vais pas démonter le studio et vous retourner la caméra, etc. Mais effectivement, si on n'a pas la place, ça peut être très compliqué d'utiliser certains outils. Par exemple, moi j'ai un Godox aussi, mais c'est ce qu'on appelle un cob. C'est juste une grosse LED en fait, qui passe derrière un espèce de parapluie qui prend de la place. Donc il faut du recul, il faut que le bureau, ici, il est à 1 mètre du mur pour pouvoir laisser la place à la caméra, le pied de l'éclairage, etc. Ça prend beaucoup de place et au prix du mètre carré dans l'immobilier aujourd'hui, mon bon monsieur, ça compte. Voilà, et puis après, tu as ce qu'on appelle la key light, la lumière principale, puis tu as la field light. C'est pour ça qu'ils proposent, j'imagine, d'en avoir une seconde, qui est la lumière secondaire, qui est un petit peu atténuée pour donner ces effets d'ombre, mais d'ombre peu marquée, en tout cas pas tranchée. On n'a pas l'impression d'avoir une petite moustache en dessous du nez, parce que ça fait mauvais genre, par exemple. Donc voilà. Et puis, si vous avez vraiment beaucoup de moyens, vous rajoutez encore une lumière à l'arrière pour bien découper, par exemple, les épaules, les cheveux, pour avoir un peu de dynamique dans l'image. Ça, c'est si on pousse vraiment le bouchon très très loin. C'est un chouette produit que tu nous as trouvé là. On peut en dire 2 mots sur l'héroïne barre de fixation pour mettre cet éclairage un peu en hauteur, mais qui va se clipser, se visser sur le bord du bureau. Ça, c'est intelligent aussi. La petite barre en question, tu peux monter jusqu'à quelle hauteur sans exagérer? Il faudrait que je le regarde parce que j'ai pas vraiment fait attention pour être franc. Ça monte largement assez haut, ça je peux te le dire. C'est un élément qui est assez important parce que bien sûr. Quand on a des écrans qui sont sur pied déjà, par exemple, il faut que ça monte au-dessus en fait. Bien sûr, il faut être à peu près au-dessus de l'écran, ça c'est clair. À hauteur des yeux, un peu au-dessus quoi, quand même. Voilà. Moi j'ai sorti, je dois avoir déplié un bon 2/3 de la barre supérieure et la barre inférieure est encore complètement rentrée. Donc je pourrais le mettre nettement plus haut que ce qu'il est maintenant, quoi. Alors, évidemment, c'est pas les seuls à proposer ce genre d'outils. Alors eux, leur spécialité, c'est la lumière, tu l'as dit. Par contre, il y en a qui sont spécialisés e-sport, youtubeurs, streamlivers, etc. Et qui ont aussi une proposition intéressante à faire. Oui, tout à fait. Tu as déniché le produit Elgato, qui est, comme tu dis, la marque qui vient plus du côté e-sport, et qui également a proposé un panneau un petit peu similaire. Bon, moi, comme je viens plus de la photo, je connaissais déjà Godox, et donc je me suis dit, tiens, voilà une marque que je connais, ce qui fait que je l'ai vue aussi. C'est dans les marques dont je suis pas spécialement l'actualité au quotidien, mais quand il y a des produits Godox, à un moment, ça vient dans mes fils d'information, donc j'ai découvert le produit comme ça. Mais c'est vrai, effectivement, Elgato propose également une solution avec également des micros, etc. Et c'est marrant parce que il y a quelques années, quand on regardait à des accessoires e-sport, qu'est-ce qu'on trouvait? On avait le casque, puis c'était tout. Oui, c'est ça, et maintenant, on commence à avoir vraiment une gamme de produits brandés e-sport j'ai même vu chez Ikea
des meubles brandés e-sport. Donc il y a vraiment Oui, il y a un marché qui ils ont s'installe. une nouvelle gamme de chaises de bureau, entre autres, e-sport, avec un confort et un design assez reconnaissable. Elgato, c'est une marque quand même, je peux en parler 2 secondes, hein, que j'ai un peu suivi au début quand ils ont commencé. Ils ont commencé avec des cartes d'acquisition vidéo, c'était un peu audacieux à l'époque parce qu'il y avait des marques professionnelles qui existaient. Il y avait Blackmagic qui était déjà bien installé, mais il y en avait d'autres aussi, Oppo par exemple. Et puis ils sont venus avec un petit dongle USB, avec d'un côté une entrée HDMI, de l'autre côté un USB, vous le pluguez et pas besoin de driver ou quoi que ce soit. Vous pouviez utiliser votre appareil photo ou votre caméra vidéo comme webcam et déjà commencer à streamer de l'image ou brancher sa console de jeu, par exemple, directement sur l'ordinateur, pouvoir récupérer l'image et faire du gameplay à l'époque sur YouTube ou sur Twitch par la suite. Et donc ils ont commencé avec ça, puis ils ont développé aussi des accessoires comme par exemple ce qu'on appelle le Stream Deck. C'est un petit accessoire, c'est un petit clavier rétroéclairé dans lequel on peut mettre des informations, des images, etc. et qui sert, moi j'en ai un ici, qui permet de commuter les différentes sources, par exemple. D'ailleurs, c'est pour la petite histoire, la fameuse Keylight d'Elgato peut être pilotée aussi avec le Stream Deck. Tu as toi une télécommande alimentée sur un port USB ou sur batterie. Ben là, ils ont cette possibilité, d'une part, de commander leur propre lumière avec leur accessoire clavier, on va dire. Et puis, ils ont une application aussi qui permet de jouer directement depuis son bureau Windows, de pouvoir gérer la température de couleur, comme tu l'expliquais très bien, le niveau de couleur, etc. directement, quelque part, à proximité de l'application qu'on utilise pour streamer ou pour enregistrer sa vidéo. Ce qui est plutôt intelligent aussi. Ça, pour le coup, Godot, ça a aussi une application pour smartphone. D'accord, donc ok. Tu as aussi quelque chose. Le point où je m'interroge moi un tout petit peu encore, c'est la durée de vie du produit, parce que je viens de l'avoir, donc ça je peux pas encore faire un retour. Toujours un mais Godot, c'est quand même une marque, c'est du chinois, c'est une marque chinoise, mais c'est plutôt une marque de moyenne de gamme. Ouais. Donc c'est pas des produits, c'est pas chez eux que tu vas trouver le top du top du haut de gamme, mais c'est des produits moyenne de gamme, et comme c'est vendu quelque part directement par la marque chinoise, ils sont vendus au prix du bas de gamme chez nous. Ouais. Quelque part. C'est une marque jumelle, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une marque jumelle de Newware aussi, qui était également sur ce marché-là, avec des panneaux LED, avec comme je disais, des cob et des choses comme ça. Effectivement, c'est du low cost qui fonctionne, qui est largement suffisant pour faire ce que nous faisons ici, par exemple, ou de faire de l'appoint sur des tournages, même professionnels. Hein. Je connais des gens qui utilisent ce type de matériel. Ouais. Attention que les panneaux sont en métal, hein, donc c'est quand même pas de la fabrication légère, ce qui permet une bonne diffusion de la chaleur, ce qui évite d'avoir à mettre un ventilo, donc c'est pas c'est pas du bas de gamme, quoi. C'est pas le tout entrée de gamme. Ouais. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vous mets dans l'image également les accessoires Ikea qui sont sortis récemment, juste pour l'illustrer. Mais c'est vrai que voilà, ils ont même une lampe, une lampe également pas du même acabit entre guillemets de ce dont on vient vous parler, mais qui permettent déjà de faire des petites choses. On l'avait dit au début, enfin pas directement au tout début du confinement, mais dès le moment où on a commenccommencé à faire de la visioconférence, etc. On est beaucoup à avoir dit, finalement la politesse qu'on peut avoir aujourd'hui quand on fait du distanciel, on va appeler ça comme ça, c'est d'être bien éclairé, bien cadré, d'avoir une belle image, et pas d'avoir des trucs comme on le faisait peut-être trop souvent avant, mal cadré, avec être en contre-jour et des choses du genre. Là, les gens ont un peu appris, je pense, j'espère en tout cas, ont un peu appris à faire des images un peu correctes, simplement parce que c'est plus convivial d'être à ce niveau-là. Un avis peut-être de la part et puis on va passer à autre chose parce qu'on a été long sur ce sujet, de la part de Xavier, vas-y. Mais moi j'ai une question déjà en termes de prix. Oui, c'était là. Oui. Ah oui, pardon. 120 € hors taxe l'unité. D'accord. Et donc c'est pour un écran, c'est pas parce que c'est un kit, mais panneau. C'est un panneau. Le panneau, le pied, la télécommande et l'alimentation secteur. Ouais. Vu le gain de place, le côté un peu modulaire qui te permet quand même de le démonter facilement, de le remonter facilement si jamais tu le déménages ou autre, etc. Parce que finalement ça s'embarque assez facilement. Si je dis pas de bêtises, c'est pas très compliqué. C'est moins compliqué qu'un pied, un trépied, etc., ce que j'expliquais précédemment. Donc je pense que là le coût, c'est plutôt raisonnable. Ouais. Et une dernière petite question, est-ce qu'il n'y a pas un accessoire qui permet de le fixer à un écran directement, au-dessus d'un écran par exemple ?
plutôt que de passer par le pas livré avec le produit. Maintenant, tu pourrais imaginer une pince ou quelque chose. C'est imprimé. Faut voir si le pied faut faire attention quand même. L'ensemble écran plus ça. En plus de ça, c'est pas conseillé de le mettre face. Hein. Il vaut mieux le mettre à 45 degrés sur le côté, l'éclairage. Le mettre en face de tes yeux, tu vas avoir des yeux de lapin, quoi. Myxomatose, on y revient. Donc à éviter. Il vaut mieux qu'il soit décalé un peu sur le côté, quoi. Voilà, avis personnel et expérience personnelle vécue, si vous voulez bien. On peut passer à la suite ou on reste sur ce jeu-là, on va parler éclairage comme ça. Non, on peut passer à la suite. Okay. La lettre E comme espace. Tiens, il est revenu à espace du coup. Normalement c'était e-sport. Ah mais on était e-sport, c'est espace. Logique. Blue Origin. Je vais y arriver. Oh là là, il est compliqué cet épisode. Les enchères sont ouvertes pour un petit voyage. Petite escapade, Xavier. Ouais, à mon avis, ça vaudra son pesant d'or. Hein, mais alors juste une petite historique, c'est le premier Américain dans l'espace, c'est Alan Shepard, et c'est il y a 60 ans qui a effectué un vol parabolique à 187 km à son apogée donc d'altitude à bord de la capsule Mercury. Alors, c'était 23 jours après le soviétique Yuri Gagarin, donc les États-Unis avaient quand même un gros retard dans la course. Ils étaient à la bourre complet, ils étaient à la ramasse. Voilà, ouais, mais ça a son importance. Pourquoi est-ce que j'évoque ça ? C'est parce que le premier vol avec un passager civil sera effectué par la société Blue Origin à bord d'un véhicule suborbital qui s'appelle le New Shepard. Et donc c'est un hommage par rapport à Alan Shepard. Et il aura lieu le 20 juillet après 15 vols consécutifs qui ont été réussis à une centaine de kilomètres d'altitude. Donc c'est quand même largement moins haut que ce qu'avait fait Alan Shepard. Mais ça reste quand même passer une barrière qui est à 80 km d'altitude et qui est considérée quand même comme l'espace. Alors, donc il y aura plusieurs passagers à son bord qui pourront être appelés astronautes puisqu'ils auront fait une brève incursion dans l'espace. Et Jeff Bezos, qui est le patron de Blue Origin, a annoncé qu'il y aurait une place qui serait disponible aux enchères via le site de la société. Alors cette vente aux enchères, elle va se faire en 3 phases et le montant de l'enchère gagnante sera reversé à la fondation Club for the Future qui est créée par la société pour intéresser les jeunes à l'espace et aux sciences. Alors, ces 3 phases, ça va être à partir d'hier, donc le 5 mai jusqu'au 19 mai, la vente aux enchères est privée. Quand je dis privée, ça veut dire que tout le monde peut y accéder, mais les enchères ne seront pas publiques. Donc, on ne pourra pas voir qui a enchéri pour quel montant. D'accord. À partir du 19 mai, les enchères deviennent visibles et on poursuit les enchères. Et enfin, l'apogée, c'est le 12 juin avec la fin des enchères, mais 24 heures de direct, enfin en tout cas toute la journée de direct où on verra les enchères grimper à une vitesse phénoménale ou ça pas. Ça va être cher la minute, hein, puisque le vol complet fait 10 minutes. Hein. Donc, voilà, vous n'avez vraiment pas le temps de vous embêter. Prenez un appareil photo avec vous. Ne vous loupez pas. Voilà. Oui, mais, et en même temps, ce serait dommage de passer 7 minutes derrière un objectif. Je pense que c'est juste une petite caméra ou un truc. Quand tu vas sur Instagram et que tu vois ce que les gens photographient, en général, partout où ils vont, ils passent leur temps à faire des photos plus qu'à vivre l'instant. J'imagine que voilà, c'est dans l'air du temps de se louper et uniquement parce qu'on a fait des photos, quoi. Mais bref. Mais à mon avis, là, ce sera plus cher que le plus cher des restos. Hein. Donc, oui. Si t'es habitué du food porn, ça va te coûter cher. Oui, ça c'est clair. Alan Shepard, juste une parenthèse, si vous avez vu L'étoffe des héros, vous savez de qui il s'agit. Je vous renvoie vers cet excellent film, L'étoffe des héros, parce que c'est tout le programme Mercury, en fait, hein, L'étoffe des héros. Donc voilà. Pour la petite histoire, Shepard n'avait pas d'appareil photo, parce que la NASA n'avait pas jugé utile de prendre des photos, ça leur paraissait pas pertinent. Ouais. C'est leur deuxième, je pense, astronaute qui s'est dit... C'est quand même dommage d'aller là-bas et de pas faire un selfie, et de ne pas ramener des photos. Et il a emmené un appareil à titre personnel, en fait. D'accord. Et puis quand il a ramené les photos et qu'on les a développées et qu'il les a montrées, la NASA a réalisé, mais ça va être un outil marketing fabuleux.
Bien sûr. Ouais, D'où le fait qu'ils ont commencé à systématiquement mettre du matériel photo. Et filmer, et faire des directs aussi à la télévision, parce que l'idée c'était de porter aussi le projet et d'avoir l'adhésion du public, et donc le meilleur moyen c'était de faire vivre ces événements au plus près. C'est un petit peu la même chose aujourd'hui, quand on réfléchit bien, on cherche aussi l'adhésion du public, même si il y a moins d'argent public qu'avant, le privé a mis le doigt dedans et va certainement utiliser les connaissances acquises pour en tirer profit, soyons très clairs, mais en même temps on est loin de la guerre froide. Quoique, quand on voit ce qui se passe du côté des Chinois aujourd'hui, par exemple, qui sont en train d'explorer la Lune, et puis là, ils sont quand même lancé le premier module de leur station spatiale, qui pour le coup n'est pas internationale. Donc voilà, il y a de toute façon, il y a de l'autre côté, il y a Elon Musk, qui est là aussi un acteur important, qui a réussi la SN15, la fameuse... alors j'oublie le nom de cette grosse fusée, comment elle s'appelle encore, la Star, je sais plus, mais il a réussi à la faire revenir. Enfin, elle est partie, elle est revenue. Vous savez, c'était le non, ça c'est la capsule. C'est le. C'était hier, effectivement, elle est revenue, et pour la première fois, elle n'a pas explosé. Voilà, c'est ça. C'est pas la première fois qu'elle revenait, mais... elle revenait chaque fois, mais pas toujours en très bon état. Pas en complet état. Et le plus frustrant, ça avait été il y a... Je pense deux lancements, elle s'était posée, ça y est, ça va. Et puis il y avait une fuite c'était simplement une fuite de carburant sur les réacteurs, chauds, et ça s'est enflammé. C'est bête truc. Mais bon, voilà, c'est quand même un gros morceau. Ça a besoin de. Voilà. Quand on a commencé, on parlait du programme Mercury. Avant le programme Mercury, il y a eu un tas de ratés aussi. Il faut être très clair. Ça n'a pas toujours. C'est Starship. C'est Starship, la fusée, voilà, merci. Et donc, voilà, on ferme cette page spatiale. Encore un dernier détail, c'est que le vainqueur des enchères aura droit à ces petites ailes d'astronaute, puisque les États-Unis décernent pour tout pilote qui a dépassé les 80 km d'altitude, pas pilote, mais plutôt passager ou pilote, ces petites ailes d'astronaute. Super, tu as un pins, tu reçois un pins, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros de dollars tu vas payer, tu vas revenir avec un pins et un selfie. C'est pas mal, ça. La lettre O comme œil. Si. Œil, alors attendez, parce que j'ai perdu ma conduite, du coup, oui, c'est cette espèce de troisième œil. Voilà. C'est une petite info sympathique que nous a déniché Benoît. C'est un petit truc effectivement très rigolo, c'est une étudiante en design industriel anglaise au Collège Royal de l'Art de Londres, qui a... donc, le nom est un peu compliqué. Minook Pang. J'aurais dû demander, j'ai un collègue chinois, j'aurais dû lui demander comment ça se prononçait, j'y ai pas pensé. Mais alors, elle a eu cette idée que je trouve très très drôle, c'est d'adapter un troisième œil pour ce qu'elle appelle le Phono Sapiens, donc l'être accroché à son téléphone. Ouais, et donc l'idée, c'est qu'on se met sur le front ce troisième œil, et quand on regarde devant soi, les deux yeux sont ouverts et le troisième œil se repose. Et puis quand on penche la tête en avant, le troisième œil s'ouvre et il regarde devant. Et il est équipé d'un capteur de proximité, et donc s'il détecte qu'on est sur le point de rentrer en contact avec un obstacle, il fait un bruit pour nous prévenir, pour nous dire attention. Et donc j'ai trouvé l'idée très drôle parce que en fait en matière de design autour du téléphone, il y a énormément de choses en ce moment. Il y a évidemment les différents fabricants qui n'arrêtent pas de sortir des produits et qui se battent sur le côté design. Il y a quelques designers qui sont partis dans une démarche le téléphone est en train de nous rendre abrutis, etc., etc. Et puis là, on a une étudiante qui dit, on peut faire du design différent autour du téléphone. On peut accepter que c'est devenu un objet du quotidien et commencer à concevoir des objets pour adapter l'homme à ce qu'il est en train de devenir. Ça m'a beaucoup fait rire et je voulais partager ce petit faux rire avec vous. Minook Pang. Je vais le dire comme ça, vous me reprendrez en commentaire, vous me reprendrez.
Tu vois, c'est toujours facile dans les commentaires écrits. Non, ça se dit pas comme ça se dit Minwook Pang. Donc voilà. Mais c'est effectivement c'est assez rigolo. La démarche est artistique et rigolote en même temps. C'est fait avec quand même pas mal d'humour. C'est vrai que souvent on se pose la question, soyons très clairs, à qui ne s'est pas arrivé que quelqu'un vous bouscule parce que coller le nez sur son smartphone, ou qui ne prend pas le risque de se faire écraser par une voiture en traversant au rouge, par exemple. Donc voilà, il faut faire un tout petit peu attention. Je pense qu'il y avait eu d'autres initiatives du même genre où on servait de la caméra pour signaler quelque chose. Enfin, je ne sais, de mémoire, cette histoire, depuis que tu en parles, j'y réfléchis, mais je ne reviens pas sur cette information. Ou alors je l'ai peut-être rêvé, c'est possible aussi. Tu voulais rajouter un truc peut-être ou pas? Oui, mais je ne sais plus quoi. Ah, c'est pas très important. D'accord, ok, ça va. Bah, tu nous le mettras en commentaire. Voilà, passons. Ah si, voilà, c'était pour reboucler sur le premier sujet. Donc voilà, j'étais plus rapide que toi. Mon doigt était plus rapide. Vas-y. C'était juste, en fait, ça reboucle sur le premier sujet parce que c'est en ça que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Marc. C'est son travail de fin d'études et elle l'a fait avec un Arduino. Voilà. Bah oui, en plus, voilà. Ça c'est très bien. Oh, il y a de l'Arduino aussi derrière. Tu fais bien de le préciser. Est-ce comme Signal, c'est une application dont on a déjà parlé. Vous le savez que Xavier est promoteur exclusif pour la Belgique, l'Europe, enfin Benelux, l'Europe de manière plus globale de Signal. Il touche des dividendes maintenant. Oui, l'Asie aussi. Non. Et maintenant un petit peu l'Asie. Donc régulièrement, il revient avec un sujet Signal. C'est vrai qu'il y avait un petit peu d'actualité concernant cette application concurrente, rappelons-le, de WhatsApp. Et pas seulement. Et pas que. Mais donc ici, Signal a voulu faire une campagne marketing, clairement, mais il cache ça sous le fait de vouloir dénoncer les pubs qui sont diffusées par Facebook et également sur Instagram, qui tirent parti des données récoltées par le réseau social. Alors, ils ont par exemple démontré que voilà, si on est né en août, ben vous avez certainement déjà vu des pubs pour des t-shirts qui vantent le fait que les gens qui sont nés en août sont spécifiques, ou bien votre année de naissance, ou bien si vous êtes biker, ben vous avez certainement vu des chouettes t-shirts pour les motards et des choses comme ça. Publicité ciblée, hein. Donc voilà, c'est de la publicité ciblée, et c'est ce que Signal a voulu dénoncer en achetant de la publicité qu'ils ont voulu dénoncer sur Instagram, et en ciblant différents métiers, des passions, des hobbies, avec des messages qui sont bien envahissants comme il faut, pour que la personne se rende compte à quel point Facebook vend et utilise ces infos. Alors, on a par exemple des pubs qui mettent où ils indiquent en anglais, ben voilà, vous recevez cette publicité parce que vous aimez la K-pop et vous êtes un ingénieur chimiste. Cette pub vous est diffusée parce que vous habitez à Berlin, parce que vous avez un nouveau bébé et que vous avez juste vous venez de déménager et que vous aimez les exercices pour les personnes enceintes. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ils vont loin dans le niveau de détail du ciblage pour la pub. Ils ont plusieurs pubs comme ça qu'ils ont montré en exemple et qu'ils s'apprêtaient à diffuser, mais Facebook n'a pas du tout apprécié, et d'après ce que Signal dit, ils auraient purement et simplement désactivé le compte publicitaire complet de Signal, ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus faire de pub du tout. Alors Facebook a démenti en disant que c'est simplement ce message est simplement une campagne de marketing, et que Signal n'avait même pas essayé de diffuser sur Facebook. Ils auraient d'ailleurs bloqué certaines pubs qui dévoilent des éléments de leur sur l'état physique de la personne, ou bien de son orientation sexuelle, etc., comme il l'aurait fait pour n'importe quelle autre pub. Mais Signal a répondu en montrant par une capture d'écran qu'ils avaient bien bloqué le compte. Alors, est-ce que c'est un montage ou pas? En tout cas, ça fait parler de Signal, évidemment, et c'est une bonne chose pour Signal, mais ça dénonce aussi quelque chose qui est avéré, c'est le ciblage publicitaire dont on fait l'objet quand on utilise Facebook, et qui va d'ailleurs faire parler de lui dans la semaine prochaine pour WhatsApp, qui modifie ses conditions générales.
Oui, c'est un truc qui était attendu déjà depuis le mois de novembre. Ça avait été reporté parce que tout le monde s'était un peu indigné. Là, vous n'aurez plus le choix, effectivement, puisque et si vous ne l'activez pas, quelques temps après, l'application peut être complètement désinstallée et votre compte fermé. Si vous ne l'utilisez pas, je pense que si vous n'avez pas d'activité pendant 120 jours, je crois quelque chose comme ça. C'est ce qui est prévu en tout cas. Donc, on vous force à utiliser aux conditions de Mark Zuckerberg, enfin de WhatsApp, l'application. Petite précision tout de même, c'est que tous ceux qui ont déjà publié de la publicité sur Facebook le savent, il ne peut pas y avoir sur la surface du visuel, plus de 20% de texte. Et donc c'était voué à l'échec d'office, même sans le lire. Il y a trop de caractères dans l'image, il y a pas de voilà. C'est juste pour la précision. Donc je pense que l'idée c'était de toute façon de tendre le bâton pour se faire battre. Et voilà. Je pense que on en est un petit peu là, quoi. Mais en même temps, ils font parler d'eux à un moment clé, comme on vient de le signaler, puisque ça va revenir sur la table. Il n'y a pas encore eu beaucoup c'est pas totalement innocent, et donc du coup ça va sans doute encore créer de l'émulation. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en reparle dans un prochain épisode, si ça ne vous dérange pas trop. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense Benoît sur le coup de donc Signal, c'est pas le dentifrice alors? Non, effectivement, ça n'a rien à voir. C'était pas. Alors là, si on commence avec les trucs vaseux, on n'a pas fini. Mais je vais en retenir un pour un petit peu plus tard. Tiens, mais c'est pas grave. On passe à la suite. La lettre T comme Twitter, Benoît. Twitter qui rachète Scroll. Alors moi, je connaissais pas Scroll. Donc il va falloir nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Je vais tout expliquer. Voilà. Donc en fait, on va rester tout à fait dans le sujet parce qu'on reste sur les réseaux sociaux et on va rester sur le problématique du business model. Comment un réseau social peut gagner de l'argent. Le Scroll, c'est une boîte qui est on va dire un bloqueur de publicité, mais qui travaille avec les éditeurs. Et donc l'idée, c'est tu prends un abonnement, ou tu prenais, parce que là ils sont repassés en mode privé, donc tu peux plus en prendre un, mais tu prenais un abonnement chez eux, et quand tu arrivais sur le site de leurs éditeurs partenaires, tu avais le site sans pub, et le partenaire était rémunéré. C'est un peu la même mouvance que Brave, etc., mais avec une offre très ciblée vers la presse, et qui semble assez bien structuré, parce que voilà, Scroll n'étant disponible qu'aux États-Unis jusqu'à présent, j'avais forcément j'en avais pas entendu parler, vous n'aviez pas entendu parler, mais Twitter s'est dit tiens, en final, le modèle publicitaire, il pose quand même un certain nombre de problèmes, parce que c'est clairement un modèle dans lequel dans lequel quelque part leur réseau n'est pas le mieux adapté. Je pense que Facebook a une logique d'interaction qui correspond mieux à ce qu'on va faire avec un modèle publicitaire, et ça se montre d'ailleurs dans les chiffres. Twitter est pas le réseau le plus rentable. Ils sont plus dans des situations catastrophiques, mais c'est pas le réseau le plus rentable. Et donc ils sont à la recherche d'un autre business model. Et la pub, en plus, c'est un business model quelque part qui est... Enfin, moi, je me souviens toujours ce que Godin disait il y a 20-25 ans, c'est voué à l'échec parce que ça ne peut que baisser en prix. La pub sur Internet, elle ne peut que se cracher en prix, et donc ça va juste permettre à quelques grosses boîtes de prendre le marché, et si t'es pas une de ces grosses boîtes, tu vas te faire éliminer. Et donc, Twitter, en tant que dans son ADN, quelque part, c'est un réseau qui sert beaucoup au partage d'informations. Donc c'est un réseau qui a par sa nature, une porte d'entrée vers des éditeurs. Et donc, on devine que ce qu'ils vont faire avec Scroll, ça va être intégrer ça dans Twitter et quelque part, sans doute offrir une offre d'abonnement. Et c'est pas bête parce que, comme je disais à l'instant, le modèle publicitaire se casse la figure et on le voit, les éditeurs ont même fini par le comprendre et commencent de plus en plus à offrir des solutions qui ne sont plus basées uniquement sur le modèle publicitaire. Il y a des très beaux exemples, il y a des moins beaux exemples, mais il y a un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas s'abonner à tous ces titres de presse. Il y en a juste de trop. Oui. Donc il faut une formule un peu style Netflix, où tu t'abonnes et tu as un ensemble assez large, quoi. Et j'ai l'impression que Twitter se verrait bien, par leur achat de Scroll, ils achètent simplement la techno, mais se verrait bien comme étant une de ces portes d'entrée vers un ensemble, un panel assez large d'éditeurs. D'autant plus que, on pourra encore se dire, je m'abonne à tel journal que je lis régulièrement. Il y a des publications en ligne auxquelles je me suis abonné parce que je lisais régulièrement. Mais aussi, parfois sur Twitter, tu vois un tweet pour la présentation d'un produit, d'une annonce, de quelque chose. Tu arrives sur un magazine que tu n'as jamais connu d'Adam ni d'Ève, sur lequel tu retourneras sans doute jamais. Tu vas pas prendre un abonnement juste pour aller lire le sujet.
Donc quelque part, avoir un agrégateur en amont, ça peut avoir du sens. Et c'est pas pour ça que j'ai envie d'avoir de la pub, et c'est pas pour ça que je serais pas d'accord de payer. Oui, ça. Mais pas prendre un abonnement à l'année, quoi. Et donc voilà, l'idée me paraît intelligente. Là aussi, comme chaque fois qu'il y a un changement de business model, il faudra voir ce que ça va donner, mais l'idée me paraît intelligente et ça me paraît raisonnable par rapport à l'image que je me fais de Twitter, qui est plus un réseau où justement on se partage des news, on commente, etc. Oui. À voir. Je voyais que Xavier opinait du chef, il va nous dire pourquoi. Non, mais je suis déjà, j'acquiesçais sur ce que disait Benoît, mais c'est surtout qu'il y a effectivement, c'est une tendance très forte et on voit de plus en plus, notamment avec la blockchain, que pas mal d'outils, et c'est pas seulement lié à la presse, commencent à vivre d'eux-mêmes sans ce financement privé qui est lié à la pub. On a des exemples, par exemple, de plateformes qui concurrencent YouTube en peer-to-peer et qui peuvent être financées notamment par le minage, entre autres, ou même pas. On a des exemples avec le réseau BitTorrent, notamment, qui est en train de se déployer et qui va mettre en avant ceux qui participent le plus au minage également de la crypto liée au réseau BitTorrent. Et donc, il y a clairement des alternatives maintenant à ces services dont tout le monde pourra profiter à un budget très limité. Et voilà, donc effectivement, la pub va avoir de moins en moins d'avenir, en tout cas pour des plateformes aussi génériques ou des outils aussi génériques. On verrait bien, on parlait de Brave il y a un instant, hein, le principe de Brave, on ne va pas le rappeler ici, mais chacun ira, s'il a envie, jeter un coup d'œil sur leur site, qui est maintenant traduit en français en plus, donc je pense que ça pose aucun problème. Mais c'est cette espèce de consommation forfaitaire, quelque part, de se dire, tiens, d'un côté, on me met de la pub sur le nez et on me rétribue pour voir de la publicité, c'est de bon compte, et puis d'un autre côté, j'arrive sur un site et je rétribue ce site à hauteur de quelques centimes, hein, de ce qu'on a envie. C'est un peu le même principe, c'est un peu le principe de Brave en tout cas, et qui peut, alors après il faut voir si tout le monde sera d'accord avec ce principe-là, qui peut tenir, pas moins bien en tout cas que la pub, je pense. Mais ça reste à et Google est dans cette optique aussi avec les discussions qu'ils ont avec pas mal d'éditeurs pour le moment, puisque dans les pages qui vous annoncent les news un petit peu quotidiennes, ils commencent à réfléchir à rémunérer des éditeurs pour pouvoir afficher les news eux-mêmes en direct. Donc voilà, il y a un nouveau processus qui se met en place. Comme toute idée, aussi vertueuse soit-elle, sur Internet et dans le numérique, on le sait bien, si c'est détourné à un moment donné et que ça part en couille, excusez le mot, il m'a échappé, mais voilà, parce que c'est souvent comme ça, il y a plein de bonnes idées, mais très rapidement, c'est détourné d'une manière ou d'une autre, et là, il va falloir être un tout petit peu vigilant, et c'est un peu, je le répète, je l'ai déjà dit ici, mais c'est un peu aux consommateurs aussi à être vigilants, et à sanctionner quand il faut sanctionner, si c'est possible en tout cas, quand on considère que ça dépasse les limites. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette actu une fois de plus dans les commentaires, ou que ce soit sur notre site lestechno.be, où vous retrouverez d'ailleurs toutes les sources des différentes informations dont on vous parle dans chaque revue de presse, ou alors sur YouTube, si vous nous suivez sur YouTube, ou sur les plateformes de podcast habituelles. Alors, on ne lit pas tous les commentaires sur toutes les plateformes, mais on essaye en tout cas de garder un œil ouvert sur ce qui se passe un peu partout. Dernier sujet de cet épisode 304. La lettre V comme vitesse, c'est Xavier qui va reprendre la parole. On va parler de la sonde Parker. Ne pensez pas à votre stylo à billes quand on parle de sonde Parker, parce que ça peut être dangereux cette histoire-là. La sonde Parker. Comment ça me connaître, Marc un nouveau. Mais c'est pour ça que je te disais, tu vois, l'idée de signal avec le dentifrice, c'était voilà. C'était donc cette fameuse sonde Parker a établi un nouveau record de vitesse. En plus de ça, quand on termine la phrase, ça prend une dimension tout à fait bizarre. On se disant qu'est-ce que c'est que ce truc qui parle. C'est quoi ça, Xavier? Explication. Oui, donc la sonde Parker, c'est la sonde qui est partie étudier le Soleil, qui a quitté la Terre au mois d'août 2018 pour se rapprocher vraiment au plus près du Soleil pour l'étudier. Alors, fin avril 2021, l'Agence spatiale américaine a déclaré que l'appareil est passé près de l'étoile à une vitesse record, encore jamais atteinte par un engin fabriqué par l'homme, ou
plutôt par l'humanité pour être plus correct. Et la NASA a anticipé dès le 28 avril 2021 une vitesse supérieure, tenez-vous bien, à 532 000 km par heure. Ça représente 147 km par seconde. Donc voilà, moi je suis époustouflé. Alors la sonde a atteint cette vitesse quand elle était au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil sur sa trajectoire, le 29 avril. Le précédent record était daté du 21 janvier, donc c'est un record qui a été battu quelques fois et qui va encore l'être. Il a été dépassé, puisque avant on était seulement à 129 km par seconde. Et ces vitesses croissantes, elles sont obtenues par l'assistance gravitationnelle. Donc c'est grâce à la gravité que cette sonde prend de plus en plus de vitesse. Elle se sert de Vénus ici pour ajuster sa direction et sa vitesse par rapport au Soleil. Et donc à chaque survol du Soleil, en fait, Parker repasse à proximité de la planète, et la manœuvre est calquée sur le principe de la fronde. Donc elle est vraiment propulsée. C'est un projectile, en fait. La sonde est un projectile qui est propulsé à haute vitesse par la rotation. Alors il y a 18 autres survols qui sont prévus d'ici 2025. Donc ce record, qui n'est pas un record du monde, mais qui est un record galactique, on va dire, ne va pas durer. Puisque la vitesse de pointe attendue est de 191 200 km/h en 2024 et 2025, soit à peu près 192 km par seconde. Donc voilà, on est encore très loin de la vitesse de la lumière, mais c'est quand même déjà des vitesses vertigineuses. On va être clair, l'objet de cette sonde n'est pas de battre des records de vitesse, hein, on n'est pas sur un circuit, on arrête de faire les oiseaux. Non, bien sûr. Cette sonde, elle est là pour étudier, on imagine là, le Soleil, son environnement, etc. C'est ça l'idée. Hein. Si elle atteint cette vitesse, c'est pas le but originel. Enfin, voilà, on se doutait bien que ça allait arriver. Non, la vitesse ne sert à rien ici concrètement, mais ça permet de faire plusieurs passages à proximité de l'étoile. Donc le but était pas de passer une seule fois à côté, et donc pour que ce soit réalisable, la vitesse est utile pour pouvoir faire plusieurs survols. Je rappelle, 18 survols encore prévus d'ici 2025, donc dans un délai assez court au vu des distances parcourues, et la vitesse sert simplement à atteindre cet objectif. C'est beau la technique. Ça serait une conclusion intéressante pour un podcast technologique, c'est de terminer là-dessus en disant c'est beau. Quand on voit les photos et tout ça aussi oui, enfin, je suis toujours ébahi de voir ça. C'est ce qui conclut en tout cas ce 304e épisode des Technos. J'ai de plus en plus de mal à donner le numéro de l'épisode. C'est de plus en plus long à dire, etc. 304e épisode. Il y aura un bonus évidemment qui va suivre prochainement. Pour ceux qui nous suivent en direct, c'est dans 3 minutes. Pour ceux qui nous suivent pas en direct, c'est peut-être déjà passé. Ce sera avant, ce sera après. Cherchez-le. Vous le trouverez sans difficulté. Il s'appellera Bonus 304, tout simplement. Et vous aurez là aussi quelques informations, parce qu'il nous en reste des news à partager avec vous, et que donc on va certainement en parler dans ce bonus. Merci en tout cas beaucoup Benoît. Je pense que tous les abonnés, tous les gens qui suivaient les radios de service public français, l'ORTF, etc., se dire tiens, ça rappelle le bon vieux temps, les années 60. C'est un nounours, ce casque. Son casque. Merci. Sincèrement, il est confortable. Je n'en doute pas un seul instant. T'es payé par AKG, toi, par contre. Signal d'un côté, AKG. Ah bon. Merci. Mes sous durement gagnés. Merci Xavier. Et on se dit, du coup, on va se retrouver bien vite pour ce bonus. Passez une très très bonne semaine, quoi qu'il arrive. Prenez soin de vous, prenez soin des autres également. À très bientôt.